Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour mon podcast numéro 4. Ça devrait bien se passer parce que c'est un de mes chiffres préférés. Donc moi je suis Déborah, pour ceux qui ne me connaissent pas, la teinturière derrière la marque Les Petites Potions. Donc je teins de la laine et de la fibre de façon artisanale. Et j'aime bien de temps à autre venir vous retrouver sur un petit podcast pour discuter à la fois de ce qui se passe sur la boutique et aussi discuter un petit peu de tricot, de crochet et d'art créatif en général. Donc nous sommes en janvier, donc je ne vais pas y couper, c'est l'histoire des vœux. Je vous avoue, je suis pas très douée pour ça, donc je vous souhaite juste la meilleure année possible, le plus de bonheur possible, et surtout, je sais que je le dis à chaque fin de podcast, pardon, sans le faire exprès, mais je le pense vraiment, prenez soin de vous. Voilà, c'est le plus important, et après, le reste, ça finira par passer un jour, voilà, mais prenez soin de vous. Avant toute chose, parce que je sais qu'on me l'a réclamé par message, j'ai fait le tirage au sort du concours du précédent podcast. Donc en fait, je vous avais demandé de me dire s'il ne devait rester qu'une seule, je sais que c'est dur, qu'une seule laine à tricoter, qu'est-ce que vous tricoteriez? Donc vous avez été assez nombreuses je dis bien nombreuses parce qu'il me semble qu'il n'y avait que des femmes à répondre donc à cette question. J'ai fait le tirage au sort ce matin, j'ai noté sur un papier, donc je vais rechercher mon petit papier parce que les pseudos, j'arrive pas à les retenir, je suis désolée. Donc la gagnante, tudududum, et excuse-moi si j'écorche ton pseudo, je suis désolée. Juliana Z7148. Voilà. Donc si tu peux m'envoyer un petit message à Deborah@lespetitespotions ou un petit message sur Instagram avec ton adresse, que je t'envoie un petit colis surprise. Et si jamais, je n'y crois pas trop, mais si jamais je n'avais pas de nouvelles de cette personne pendant un petit moment, j'ai tiré un second nom au cas où. Voilà, vous le saurez. Donc, comme d'habitude, je n'ai strictement rien préparé. J'ai juste, alors je vais pas vous le montrer sinon c'est la triche. J'ai juste un petit papier avec écrit les choses que je ne veux pas oublier de vous dire. Je vous garantis pas le succès. Voilà. Donc, commençons. Je vous propose qu'on commence par discuter de la boutique parce que j'ai des nouvelles bases à vous montrer et j'ai des festivals à vous annoncer. Donc, on va commencer par ça. Après, je pense qu'on parlera un petit peu du Mech 9, puisque j'ai 2-3 choses à dire sur le sujet. Et après, je vous parlerai tricot, donc de ce que je porte, vous verrez, et de ce que j'ai eu le temps de tricoter un petit peu. Je suis pas très déçue, je suis assez contente même. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Donc, la première chose pour les festivals. C'est plus un secret maintenant, je peux le dire haut et fort. Donc, je serai au festival Entre deux Laines à Portet. Donc, Portet, c'est en Gironde, c'est pas très très loin de Bordeaux, il me semble. Le samedi 1er mars et le dimanche 2 mars. Voilà. C'est le festival Entre deux Laines, c'est un nouveau festival, donc, et c'est vrai que nous, dans le sud, niveau festival, on n'est pas très très gâtés. Donc, c'est l'occasion. J'espère déjà pour toutes celles qui sont dans le coin vous y voir. N'hésitez pas à venir papoter, vous arrêter, il n'y a pas de souci, c'est toujours avec très grand plaisir. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura quelqu'un avec moi, que normalement c'est une personne que vous appréciez généralement beaucoup. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous voulez savoir, faudra venir voir. Désolée si je prends des positions un petit peu bizarres, j'ai très mal au dos. Donc voilà. Ça c'est la première chose. Et ensuite, je dois m'occuper des papiers d'inscription, mais normalement c'est acté. Je serai aussi au festival Wool and Music fin août. Voilà. Donc je fais les festivals du Sud. Désolée pour les nordistes. Mais pour le moment, ayant repris la boutique et la teinture il n'y a que 4 mois finalement, c'est assez compliqué en fait, si vous voulez, de budgéter un festival. C'est-à-dire de pouvoir acheter la quantité de laine que moi j'estime nécessaire. Alors après, je vois peut-être un peu gros, j'avoue, mais que moi j'estime nécessaire d'amener à un festival pour que vous ayez du choix en termes de base et de coloris. Et donc je pense que 2 festivals, c'est le maximum que je puisse faire cette année. D'autant qu'il y a pas mal de choses que je veux faire
à distance. Je pense en particulier au calendrier, et puis il y aura peut-être aussi un petit truc à Halloween. Enfin voilà. Et je vous cache pas, parce que après tout, c'est pas un secret non plus, que va y avoir pas mal de chamboulements dans ma vie perso aussi, déménagement inclus. Donc, alors je reste dans mon coin, mais il y a quand même un déménagement prévu. Donc, il va y avoir beaucoup de choses cette année, donc je pourrais pas faire plus de 2 festivals. Mais c'est quand même un grand plaisir de pouvoir recommencer, même si c'est très stressant. Voilà, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a pas assez en quantité, qu'il y a pas assez de choix de coloris, que voilà. Mais je suis tellement contente de pouvoir avoir cette opportunité de vraiment discuter avec vous et de vous savez quand vous m'envoyez un message sur Instagram par exemple ou par mail pour savoir si telle laine ou telle couleur pourrait bien aller à tel projet et j'adore répondre à ça. Mais c'est toujours difficile parce que je suis obligée d'expliquer ce que moi je vois et ce que moi je ressens. Mais ça ne veut pas dire que vous allez voir ou ressentir la même chose. Alors que c'est vrai que quand on est en face à face, bien la couleur, vous la voyez telle que vos yeux la voient, mais vous voyez ce que c'est vraiment. Et la texture, c'est pareil, vous pouvez la toucher. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai hâte de vous voir. Et donc, je vous avais dit que j'allais bouger. Qui dit donc festival, dit aussi l'opportunité d'essayer de nouvelles bases. Ça, dans les derniers podcasts, je vous avais déjà un petit peu parlé de mon envie de proposer des nouvelles choses. Et vous voyez, je me suis relevée, je ne suis plus en face de l'écran, c'est n'importe quoi. Donc tant pis, on va faire avec. Vous savez ici les podcasts, c'est voilà, c'est nature peinture, c'est en toute détente, hein, et on va pas se tracasser pour les petits détails. Donc oui, je disais, je vous avais parlé de vouloir intégrer des nouvelles bases. Il y a 2 choses, moi, qui m'importent. C'est déjà vous proposer des bases non superwash avec des qualités évidentes au niveau de la texture, mais si possible, travailler en France. Et il y a aussi de développer un petit peu plus l'alpaga parce que je trouve que c'est une fibre magnifique qui peut avoir beaucoup de fonctionnalités selon comment elle a été mise en forme et selon ce que l'on veut en faire. Et donc ça c'est l'alpaga et le non superwash. Voilà. Et donc j'ai trouvé ces nouvelles bases. Alors je vais vous les montrer. Et je vais vous expliquer ensuite, c'est comme ça que je vérifie mon petit truc, voilà. Mais c'est comme ça qu'on va en arriver un petit peu à la boutique. Parce que, étant en préparation des festivals, je ne peux pas faire de gros restock pour la boutique en même temps. Il y a déjà pas mal de boulot avec les clubs chaque mois, donc je ne peux pas en plus faire de gros restock. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur les 4 bases que je vais vous présenter, il y en a 2 dont j'ai fait les premiers bains que vous pouvez voir ici, donc le violet et le vert. Je vous les montrerai un petit peu plus proche de l'écran. C'était mes premiers bains, ce que j'appelle moi mes bains de test, c'est-à-dire j'essaie d'évaluer la quantité de laine que je peux mettre par bain. Quand je fais ça, en fait, à chaque fois, c'est voilà, c'est un petit test et des fois, si vous voulez, mon bain va se jouer à un écheveau près. C'est la partie technique un petit peu si vous voulez. Pour moi le bain c'est, je vais chercher par rapport à la base, quelle quantité maximale je peux mettre dans un bain et qui me satisfasse en termes de résultats pour la couleur. Donc ça ce sont les premiers bains qui à mon goût ne sont pas aussi uniformes que ce que je voudrais. Mais pour autant ils n'ont pas vraiment de défaut, mais pour moi ils ne sont pas aussi uniformes que ce que je voudrais. Donc ceux-là je les ai mis en boutique à un tarif un petit peu réduit, pour que vous puissiez, un, si vous ne venez pas au festival, et 2, si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, et à moindre frais, et ne prendre qu'un écheveau pour essayer quelque chose. Voilà, j'ai mis celle-là dans la boutique. Donc, en parlant de celle-ci, là, je vais vous les montrer d'abord en coloris naturel, et ensuite en teinte. Ce sont donc 2 bases, qui sont... Et je vous dis ça avec un gros sourire parce que je suis contente. Donc, les moutons sont élevés en France, la laine est lavée en France, est triée en France, est filée en France, et est en France parce que je suis là. Et donc, je suis super contente de pouvoir vous proposer ces 2 bases en non superwash. Elles sont... J'adore les 2 pour des raisons différentes.
C'est surtout un plaisir au niveau de la texture pour le tricot, mais aussi, moi personnellement, dans mon travail, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des laines que je reçois qui ne sont pas complètement dégraissées. Il y a toujours de la lanoline dessus, donc je dois les laver avant de les teindre. Et il reste quand même, après teinture, un tout petit peu de lanoline dessus, ce qui donne un toucher particulier au tricot. Et j'adore ça. Ça sent le mouton, ça sent bon, hein, ça sent bon le mouton. Et c'est vraiment un plaisir. Donc voilà la première. Donc celle-ci, on est sur un calibre fingering. Elle fait 375 mètres pour 100 grammes. Et vous le saurez, elle s'appelle Tundra. Voilà, c'est ma base Tundra. Donc c'est un mélange de race limousine et de Texel. C'est un fil. Je vais essayer d'en attraper un bout. Si ça voulait bien faire. Est-ce qu'il y en a un? Là, on voit bien. Voilà, ici. Donc c'est un fil en 2 brins retordus ensemble. Et c'est vraiment un fil qui va évoluer. Quand vous le voyez comme ça, il semble un petit peu nerveux, vous savez, comme s'il avait été un petit peu trop retordu. Mais en fait, rien que le fait déjà de le teindre, de le laver, de le teindre et de le rincer, j'ai bien vu que déjà le fil a évolué. Il s'est ouvert un petit peu, il s'est développé et il s'est adouci. Et c'est vraiment un fil qui va vivre en fait. C'est plus vous allez le laver, plus vous allez le porter, plus il va s'adoucir. Et ce n'est pas rêche, hein, c'est pas de la laine qui pique si vous voulez. C'est bien sûr moins doux qu'un mérino, mais c'est pas de la laine qui pique. Et c'est vraiment un fil qui va vivre au fil du temps. Et je vais en attraper un. Allez, on va attraper le vert. Qui paraît bleu, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, vous voyez un petit peu là, on voit mieux les brins séparés. Voilà. Pour la base Tundra. Je pense, bien que ce soit un 2 brins, elle a quand même une certaine solidité. Et je pense que c'est un fil, si vous le tricotez très 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 serré, on pourrait même imaginer des chaussettes avec, je pense. Alors après, je suis pas experte en chaussettes, hein. C'est franchement pas ce que je préfère faire. Mais je pense vraiment que si vous prenez, je sais pas, on est sur quoi? Sur du 2,5 généralement sur des chaussettes. Si vous y allez en 2, je pense que c'est assez solide pour tenir sur des chaussettes. Je pense. Ensuite, ah oui, donc du coup, ceux-là, les Tundra violets et les Tundra verts, sont sur la boutique. Alors normalement, le tarif normal, ça serait 22 €. Et je suis quand même assez contente d'arriver à vous proposer une laine française à 22 €. Et là, pour ces chevaux, comme voilà, il n'y a que ceux-là qui seront mis sur la boutique avant que je rentre du festival, je vous les ai mis à 18 € si vous voulez en profiter. Voilà, pour découvrir. Autre base. Alors celle-là, c'est mon coup de cœur absolu. Je suis d'ailleurs en train de la tricoter, donc je vous en reparlerai quand je vous montrerai mes encours. Mais ça, c'est la quintessence de la laine pour moi. Donc on est sur une base qui s'appelle, donc il va s'appeler chez moi la base Terra. Rapport à la terre, si vous me connaissez, vous savez que c'est important pour moi. C'est une laine de calibre worsted Aran, parce que vous allez pouvoir la tricoter vraiment. J'ai testé plusieurs numéros d'aiguille, ça va dépendre vraiment de votre tension, mais je pense que du 4 au 6, selon la tension, ça peut se faire. Là, moi, je la tricote en 4,5 actuellement, elle est parfaite en 4,5, mais c'est ma tension aussi qui veut ça. Mais voilà, je pense qu'elle a quand même une gamme assez large. Voilà. Donc ici aussi, on est sur une laine élevée en France, lavée en France, filée en France, teinte en France. Elle est pleine de lanoline, là, ça sent divine, mon bon. J'aimerais bien vous faire passer l'odeur. Donc, c'est la race brebis Île-de-France. Alors, ce qu'on appelle la race brebis Île-de-France, en fait, c'est les brebis un peu communes, hein, si vous voulez. Elle est très douce pour du non-superwash, vraiment. Elle a
franchement, pour moi, je dis bien que c'est pour moi parce que j'ai l'habitude du non-superwash. Je suis ouverte à autre chose que le mérinos et j'aime avoir différentes textures. Pour moi, elle vaut du mérinos sans souci. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je sais que généralement, c'est un calibre qu'on voit peu chez les teinturières parce que pour faire un pull en worsted, il faut quand même pas mal d'écheveau parce qu'il y a peu de métrage en fait au 100 grammes et que acheter tout ça chez une teinturière, ça reviendrait à un prix fou. Sauf que elle a un avantage énormissime. Elle gonfle énormément, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, par écheveau, elle est très généreuse. Il y a 250 grammes. Donc au final, il y a plus de grammes, plus de mètres, pardon, 250 mètres, je sais pas pourquoi je dis 250 grammes. Il y a 250 mètres pour 100 grammes, donc au final, il y a plus de mètres que sur une déca. Et donc, faire un pull revient à un tarif classique en déca, quoi, pas plus cher. Et j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire ça comme ça, pour vous tenir le prix à quelque chose de raisonnable au maximum. Donc, elle est au prix de 25 €, les 100 grammes. Et pour les premières que je vais vous montrer, donc je vous en ai mis à 21 €, celle des premiers bains. Donc, je vais prendre la violette. Et vous allez voir déjà avec celle-ci, qui a été lavée, à quel point elle a gonflé. Donc, c'est un violet électrique. Vous voyez comment elle a gonflé déjà. La vraie couleur, c'est ce côté-ci. Enfin, quand le soleil veut bien rester comme il est. Je suis dingue de cette base, vraiment. Vraiment, vraiment. Et je n'ai qu'une obsession, je vous le dis. Des fois que vous m'aidiez à la convaincre. Si vous avez regardé le dernier vlog d'Audrey, donc Audrey Borrego, Yarnflex, elle porte un pull du commerce qu'elle dit qu'elle aimerait recréer en patron. Déjà, le pull est génial, voilà. Mais alors avec cette laine, je signe en fait. Donc, si jamais Audrey en reparle, et que vous pouvez lui dire que moi, je veux bien lui donner la laine pour qu'elle fasse le patron. Si vous pouvez m'aider à faire campagne, s'il vous plaît. Voilà, mais cette laine, et je vous dis, donc je vous en reparle tout à l'heure parce que je suis en train de la tricoter. Elle est exceptionnelle. Au tricot, c'est génialissime. L'expérience de toucher quand on la tricote, c'est génial. Voilà. Et sinon, si vous voulez juste... Il y a largement de quoi faire un gros bonnet, un col, ça passe. Voilà. Ensuite, tant que j'y pense, si vous allez dans la boutique, il y a un one of a kind, donc un coloris que je ne peux pas refaire, qui traîne sur une laine à chaussettes qui est plutôt sympa. Et j'ai mis, alors je vais me retourner parce qu'il faut que, je crois qu'elles sont derrière moi. Oui, voilà. J'ai mis des petits écheveaux de 50 grammes de laine à chaussettes pour toutes celles qui veulent pas à chaque fois faire utiliser un 100 grammes et se retrouver avec trop de reste. Voilà, il y a des petits écheveaux de 50 grammes. Donc pour ça, c'est bon. Ah oui, et les deux bases en alpaga. Alors, pour les deux bases en alpaga, c'était plus compliqué. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques élevages d'alpaga en France. Cela dit, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut savoir qu'une toison d'alpaga, ça fait à peu près entre 1 à 3 kilos avant nettoyage. Et l'alpaga est un animal très poussiéreux qui récupère beaucoup de débris sur lui parce qu'il se roule par terre. Donc quand on a enlevé tout ça, déjà la toison est bien moins lourde. Et un alpaga, on le tond une fois par an généralement. Et si vous voulez, il n'y a pas assez d'élevage en France pour qu'il y ait vraiment une filière alpaga France. D'autant que pour celles que... les fermes d'alpaga que je connais, généralement se regroupent entre elles, mélangent toutes leurs toisons en filature et récupèrent des boules de 50 grammes qu'elles préfèrent vendre elles-mêmes. Donc trouver de l'alpaga français, c'était mission impossible. Donc j'ai cherché chez d'autres fournisseurs et j'ai cherché avec l'idée de proposer quelque chose qui contienne le maximum d'alpaga possible, mais en même temps qu'il y ait quelque chose de plus au niveau de la texture, si vous voulez.
parce que, alors là, ça sera pas pour tout de suite, parce que pour le moment, j'ai pas le budget pour la boutique, mais ma base alpaga que j'avais avant, qui était un mélange de 50% d'alpaga et 50% de laine, je ne sais plus la race de mouton français, elle reviendra dans la boutique, c'est une certitude, mais pas pour le moment. Donc là, je voulais vraiment des choses avec une texture, avec un toucher différent. Et j'ai trouvé deux choses intéressantes, dont une où il y aura quelques écheveaux disponibles pour le club de février. Voilà. Et c'est la première dont je vais vous parler. C'est celle-ci. Alors, je n'ai pas encore trouvé de nom, mais ça va venir. Donc, en fait, on est sur une base complètement en alpaga. Voilà, ce n'est que de l'alpaga. Je vais essayer de vous... Voilà, ah ben là, on le voit bien. Voilà. En fait, ça ressemble beaucoup, sans être la même chose, mais ça ressemble beaucoup à la Air de Drops. Ça vraiment, même ce n'est pas un alpaga soufflé, mais ça y ressemble énormément. C'est d'une légèreté. Je vous dis que ça. Bon, c'est tout doudou, bien sûr, parce que c'est de l'alpaga, mais c'est très très léger. C'est très agréable au toucher. Et donc c'est un calibre sport. Il fait donc, ce sont des écheveaux de 50 grammes, donc 150 mètres aux 50 grammes. Du coup, comme ce sont des 50 grammes, le prix, j'ai pas encore fixé le prix, mais il sera en dessous des 20 €, ça je vous le dis. Je sais que ça peut avoir une importance, donc voilà. J'essaie toujours de calculer un prix, comment dire. Si je suis tout à fait honnête, c'est jamais assez cher pour que je me fasse un vrai salaire. Mais pour autant, voilà, faut être honnête, mais j'essaie quand même que ce soit un prix juste. C'est-à-dire, au moins, je peux couvrir mes charges et avoir un tout petit peu quand même pour payer mes heures, mais que ça reste accessible autant que faire se peut. Voilà, voilà. Même si je sais qu'on n'a pas besoin de justifier ses prix, mais c'est pas une justification, c'est une explication. Donc cette base, je la trouve très intéressante pour deux raisons. Un, comme c'est du calibre sport, ça peut très bien remplacer un mohair doublé. Parce que 2 fois lace c'est égal sport. Et pas tout à fait fingering en fait, plus du sport. Ensuite, pareil, je pense que la tension va beaucoup jouer sur le numéro d'aiguille et sur le résultat que vous voulez. Donc on peut le tricoter très serré pour que ça garde la tenue, être beaucoup plus déjaugé pour avoir quelque chose de beaucoup plus aérien. Et je pense que ça peut être très sympa dans un yoke, en fait, vous savez, un petit peu les patrons d'Andrea Mori, là, qui ont juste un petit motif ici. Je pense que ça peut être très très sympa. Ça peut être une alternative, en fait, ou un bonnet doudou, ou voilà. Mais celle-là, donc, il y en aura quelques-unes de disponibles pour le club. Et enfin, la dernière. Ah, je l'ai cherché longtemps, la bourrique. Ah, celle-là, j'ai eu du mal à la trouver. Je voulais absolument un suri alpaga. Donc, le suri, c'est la partie... C'est un terme, hein, c'est une appellation. J'ai bien mis l'épée et les ailes. C'est une appellation. En fait, si vous voulez, qui désigne le poil le plus doux de l'alpaga. Donc, généralement, c'est le poil du dessous. On l'appelle aussi, des fois, vous verrez... en fait, dans les alpagas, c'est assez compliqué pour vous y retrouver, parce que pour la même partie du fil, il va y avoir plusieurs appellations, et selon l'alpaga, donc il y a les alpagas, on va dire classiques, qui ont un poil droit, il y a les alpagas suri, qui ont un poil plus bouclé, et sur chaque alpaga, donc il y a le poil et le sous-poil, enfin bref, voilà. Donc ici, on est sur du suri, donc c'est la partie vraiment la plus douce et de cette alpaga qui a le poil bouclé. Et en fait, je cherchais un suri alpaga de calibre assez épais, parce que je sais qu'on voit beaucoup le suri soie, est-ce que c'est suri soie? Il me semble que c'est suri soie, en lace, qui peut remplacer le mohair. Mais le fait est que je voulais quelque chose d'autre, quelque chose de plus épais, et quelque chose surtout qui puisse être tricoté par lui-même. Qui puisse être tricoté par lui-même ou être tricoté au milieu d'autre chose et remplacer autre chose. Donc,
je cherchais en fait quelque chose de très duveteux, qui est de la tenue malgré tout. Et à chaque fois que je cherchais, je tombais toujours sur des fils où il y avait du nylon ou du polyamide pour faire la trame de tenue. Et je voulais pas ça, je voulais vraiment quelque chose le plus alpaguesque possible. Donc j'ai trouvé cette base que je vais vous montrer, dont je suis très 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 contente, qui je pense peut très bien convenir à des pulls classiques auxquels vous voulez juste donner un peps de couleur et de texture, qui peut aussi remplacer des endroits où on vous demanderait d'associer plusieurs fils. Et surtout, je trouve que pour un alpaga, j'ai le vent qui gargouille, je suis désolée. Pour un fil d'alpaga, il a quand même une belle tenue. Et je vais même vous la dérouler, je pense, pour que vous la voyez mieux. Donc, c'est un calibre DK. Et on est sur 90% d'alpaga suri. Et 10%, ce qui fait la trame, vous la voyez là, la trame, de soie. Donc en plus, on va avoir un rendu très intéressant au niveau de la couleur parce que l'alpaga a toujours tendance à atténuer un petit peu la couleur alors que la soie la prend très bien et la rend brillante. Donc il va vraiment y avoir un effet très sympa, je pense, à ce niveau-là. Je vous la déroule pour vous la montrer. Voilà. Vous voyez? Si je prends un seul fil, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisation à en faire. Je vais essayer un truc, une bonne écharpe là, comme ça. Et franchement, on n'a jamais pensé à porter nos écheveaux en écharpe, mais il y a quelque chose, hein. Je vais lancer une mode. En 2025, on tricote plus, on porte juste les écheveaux. Oh, pardon pour cette bêtise. Mais il y a vraiment quelque chose, ça marche bien en fait. Et c'est un bonheur de douceur, vraiment. C'est ouais, c'est tout ce qu'on peut... Alors, vous m'excuserez, j'en ai mangé un cheveu. C'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un alpaga, en fait. Voilà. La douceur, le côté duveteux, la texture qui est génialissime. Je le vois très bien dans des couleurs un petit peu peut-être fluo ou peps, sur des patrons du type Atelier Émilie, par exemple. C'est quelque chose que j'imagine très bien sur ces patrons. Voilà. Ou sur des patrons tout simplement de... Comment s'appelle-t-elle? Madame Sophia Scarf. Petite technique, voilà. Des patrons basiques, mais auxquels vous allez vouloir accrocher quelque chose, une touche de peps. Ou alors, pareil, sur un patron où il y a du jacquard, mais du jacquard géométrique, vous voyez? Et qu'à des endroits, vous allez vouloir ajouter en plus de la couleur, de la texture. Ou alors sur un patron à rayures. Vous mettez des petites rayures comme ça au milieu. Alors, il n'est pas en déca, mais quelque chose du type Éléanide d'Audrey peut très bien marcher. Voilà. Donc celle-là sera vraiment en exclu au festival au début, parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. Mais après, vous la retrouverez en boutique, bien sûr, parce que je suis vraiment très... Voilà. Pour celles qui m'ont suivi sur Patreon, la recherche de cette base, vous l'avez suivi, ça a été épique. Hein, il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de choses, beaucoup de discussions avec différents fournisseurs avant que je trouve celle-ci. Voilà. Je vérifie mon petit papier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous... Le dernier truc, je voulais vous dire encore un truc sur la boutique. Ah oui. Merci. C'était le plus évident, mais merci. Il y a eu un très très bel accueil pour le club de janvier, je pensais pas. Je pensais pas que vous seriez autant derrière moi, motivé pour qu'il y ait plein de clubs. Et je suis très 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 contente. Ça n'a pas été un coloris facile à faire. Alors bien sûr, j'en ai derrière moi en fait. J'ai d'ailleurs fait très attention à
ce que vous ne puissiez pas les voir, parce que j'ai quelques écheveaux de reste. Ça n'a pas été un coloris évident parce que j'avais vraiment quelque chose en tête. Et mon inspiration était peut-être très différente de ce que vous pourriez imaginer. Mais je suis assez contente du résultat. Ça correspond vraiment à ma façon de teindre. Et j'aime beaucoup. Donc maintenant, ils sont tous partis. J'attends de voir vos retours. Et le club de février est en train de... Je commence à réfléchir à la recette. Ça sera... Ça sera... Simple. Comment ça commence à se construire, ça me plaît bien. Voilà. Ensuite, oui, je voulais vous parler du Make 9. Et après, je vous montrerai mes tricots. Vous savez, en janvier, bon, il y en a qui prennent les résolutions, ceci, cela, mais généralement, sur les réseaux sociaux, dans le tricot et tous les autres arts créatifs, c'est la grande époque du Make 9. Donc le Make 9, c'est en fait, on choisit 9 projets qu'on décide de faire dans l'année qui arrive. Alors moi, d'habitude, je le fais pas. Pour la bonne et simple raison que je me connais, généralement, je ne m'y tiens jamais, et je change d'avis 50 fois. Donc, comment dire, en fait, c'est quelque chose que je trouve assez restrictif parce que faut pas oublier que le tricot, les arts du fil, ça reste un loisir et je n'ai pas envie d'aller me restreindre sur mon loisir, d'autant que j'ai cette particularité comme d'autres, que mon loisir est aussi mon travail, qu'il faut arriver à faire une scission entre les deux, et donc j'ai vraiment pas envie de me restreindre dans la partie loisir. Donc en fait, si vous êtes sur Patreon, vous l'avez vu, je me suis fait un Make 9 un peu vague, si vous voulez. C'est-à-dire que je savais que j'avais 2 tests. Donc déjà, j'ai mis les 2 tests dedans. Mon chéri veut que je lui tricote un gilet en fin d'année. Donc j'ai mis aussi ça dedans. Et je suis franchement contente quand je vois ce qu'il veut. Qu'il fasse pas une encore plus grande taille. Parce que va y avoir des torsades et des torsades. Il va y avoir du boulot. Voilà. Ensuite, je sais aussi qu'il y aura le col d'Audrey, le col de mystère qu'elle fait chaque année. Ouais, j'ai mis plutôt des petites étapes comme ça, de choses dont je sais qu'elles vont être faites, sans vouloir m'imposer un modèle ou un fil. Parce que voilà, j'aime bien faire des mélanges, des découvertes. Et surtout, je suis partie dans l'idée. Et je vous en parle parce que je me dis, si moi j'ai eu besoin de faire ce pas-là, peut-être que je suis pas la seule. Et c'est tellement bénéfique. Personnellement, je trouve ça me fait tellement de bien que si je peux passer un petit peu le relais, je le fais. En fait, si vous voulez, j'avais cette fâcheuse tendance les années précédentes. Et je l'ai beaucoup dit, mais j'ai jamais fait le pas d'après, si vous voulez. J'avais cette tendance d'aller faire le modèle qui a la cote en ce moment. D'aller choisir tel coloris parce qu'on m'a dit qu'il m'allait bien. Ou j'avais fait mon test colorimétrique aussi, et je sais que ça correspond à ma colorimétrie. Mais au final, ça ne m'apportait pas le plaisir créatif que je cherchais. Aussi, il vous faut savoir que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez complexé, depuis toujours, hein avec des périodes de haut, de bas, mais voilà, depuis toujours. Et je dis j'avais, parce que c'est en train de changer, et j'y tiens, j'avais cette fâcheuse tendance de plus chercher à me cacher, et de surtout ne pas faire ou de ne pas porter quelque chose qui sociétalement n'est pas admis, parce que je n'aurais pas le physique pour, ou je n'aurais pas l'âge pour, ou que sais-je autre comme excuse. C'est arrivé à un tel point, en fait, que ça faisait, je dis ça faisait parce que je l'ai fait cet été, presque 15 ans que j'avais pas mis les pieds à la plage à cause de ça. Ça faisait 15 ans que l'été, je me baladais en pantalon et que je crevais de chaud. Et en fait, c'est d'une... je vais pas dire que c'est stupide parce qu'on ne peut pas lutter contre ses complexes et contre sa psyché. Mais il y a un moment, la vie elle est courte. Faut arrêter de se priver de vivre. Et surtout pour ce genre de choses, parce que même si quelqu'un pense quelque chose de négatif par rapport à vous, de toute façon,
cette personne, vous la croisez 2 minutes après, elle vous a oublié, en fait. Et quand ça vient des proches, j'ai tendance à dire, si nos proches ne sont pas capables de nous accepter tels que nous sommes, le problème, il vient peut-être d'eux et pas de nous. Bon, ça reste les proches, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, j'arrête de me rendre malheureuse, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, donc cet été, je suis allée à la plage, je me suis mis en short. Voilà. Alors, j'ai fait ça à la mer du Nord. J'ai pas fait ça en Méditerranée, parce que c'est encore un autre. La Méditerranée, c'est encore autre chose. Mais j'adore la mer du Nord. Franchement, les Belges, vous avez une chance. La mer du Nord, c'est génial. Et pour toutes les autres, je vous le dis, si vous avez l'occasion d'aller mettre les pieds dans la mer du Nord, c'est génialissime. C'est froid. Alors, bon, moi, j'aime bien l'eau froide, mais c'est froid. Il y a un mouvement de l'eau particulier qui est très différent de ce qu'on connaît en Méditerranée. Je connais un peu l'Atlantique, mais très mal. Donc, je vais pas juger par rapport à l'Atlantique. Mais par rapport à la Méditerranée, c'est vraiment très différent. La salinité de l'eau est différente. L'horizon est différent. Il y a... J'oserais même dire que la mer du Nord, elle dégage quelque chose, en fait. Elle dégage une ambiance un peu particulière. Bref, j'adore la mer du Nord. Voilà. Un jour, je vais faire un coloris mer du Nord, je pense, de toute façon. Mais... voilà. Et donc, en fait, ouais, je me suis dit, si t'es arrivé à faire ça, à passer par-dessus tes complexes et à évoluer au point d'aller à la plage, de mettre un short et tout, ça peut aussi se revoir dans les loisirs créatifs. Et donc, en fait, cette année, je me suis dit que pour chaque projet, je voulais pas me cantonner à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez, je suis en train de tricoter à quelque chose que je vais vous montrer ensuite, où je vais utiliser des coloris que j'aurais pas porté avant par discrétion, ou que je n'aurais pas osé assembler, ou parce que je sais que fondamentalement parlant, en termes de colorimétrie, pour moi, il y a mieux. Mais pour autant, c'est ce qui me plaît, et donc j'ai pas envie de m'en priver. Ensuite, j'ai un autre test après, où j'ai déjà choisi mes coloris. Ça va être quelque chose d'assez inattendu, et un peu à contre-courant. Et on pourrait même dire qu'en fait, si je mets... je vous en reparlerai du coup quand les 2 projets seront finis. Ça va presque être 2 facettes de ma personnalité, en fait. Mais au final, j'aime bien ça parce que c'est moi, tout simplement. Et moi qui suis teinturière, vous voyez, quand vous m'envoyez des messages pour vous aider à choisir vos couleurs, pour celles qui l'ont déjà fait, je vous demande rarement, à part si vraiment vous me parlez de colorimétrie et que je sens que c'est important pour vous, mais sinon, je vous demande ce que vous aimez, ce qui vous inspire. Est-ce que quand vous allez tricoter ce projet, vous avez une autre idée en tête? Par exemple, je ne sais pas, si vous tricotez un projet, je vais dire n'importe quoi, avec un motif qui vous fait penser à un champ de fleurs, est-ce que ce champ de fleurs, il vous inspire aussi pour vos couleurs? Et c'est ça, en fait, c'est plus la recherche de quelque chose qui vous plaît à l'œil, plutôt que de fondamentalement ce qu'on devrait faire. Alors, mon discours est peut-être un petit peu alambiqué, parce que c'est encore un petit peu alambiqué dans ma tête, mais c'est vraiment ce que je cherche. C'est que l'objet fini, alors déjà que le process de tricot me soit agréable par rapport au coloris et à la texture que je choisis, parce que pour moi la texture a aussi une importance, mais ça on pourra en reparler si ça vous intéresse. C'est-à-dire que je pense que chaque texture n'est pas adaptée à chaque tricot et que chaque remplacement de fil, j'entends par là quand vous allez prendre 2 fingering pour remplacer une déca, n'est pas forcément adapté à tous les tricots selon le rendu qu'on veut, en fait. Mais ça, c'est un autre... Voilà. Si ça vous intéresse, on en discute la prochaine fois. Vous me dites. Mais voilà. Ce qui m'intéresse, c'est là, moi, c'est vraiment d'avoir un process où pendant le tricot, je me fais plaisir et qu'une fois que l'objet est fini, il me plaît et que je suis pas en train de me dire ah ça me va pas parce que ça me sert trop, ah mais ça me va pas parce que là j'aurais dû cacher, et ah ça me va pas parce que ces couleurs elles sont un peu flash quand même, alors que j'ai plutôt une personnalité discrète et j'aime plutôt passer inaperçu, et du coup on va me voir de loin, et non, c'est bon, j'en ai marre de tout ça. Voilà, donc là c'est vraiment full plaisir. Et du coup vous allez vous en rendre compte un petit peu avec mes projets.
Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fini parce que c'est pas pour moi. Et après, je vous parle de ce que j'ai fait pour moi dernièrement. Donc, je vais avoir, normalement, elle est censée naître mi-février, une petite cousine. Et donc, j'ai fait des petites choses pour elle. Alors, je suis honnête, j'ai tellement peu de temps de tricot que je fais un peu du tricot égoïste. Je tricote surtout pour moi parce que j'ai vraiment très peu de temps. Et là, quand même, je me suis beaucoup amusée à faire ces deux petites choses. Enfin, il y en a une qui est petite, l'autre qui est pas si petite. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est ça. J'adore le montrer parce que à côté de ma tête, c'est tellement petit. C'est tellement tout petit. Mais vous avez vu ça? On n'y rentre même pas une tête humaine. Enfin, une tête humaine. Une tête d'adulte. Mais c'est absolument adorable. Alors par contre, j'ai suivi un patron. Si vous allez sur mon Ravelry, vous retrouverez le lien. Mais je ne vais pas vous le mettre parce qu'il est plein d'erreurs. Et j'ai à peu près tout modifié. Donc au final, voilà, ça sert à rien. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc en fait, c'est tout simplement, on tricote le devant, le derrière et les manches à plat. Alors ensuite, elle fait aussi tricoter le col à plat, mais moi je l'ai tricoté en rond, j'ai tout attaché. Et après, j'ai tout cousu. La laine, c'est de la Fiesta de Drops. Hop, je vais vous montrer derrière. Que je trouve très sympa. Et c'est absolument trop mignon. Si vous avez des petits bouts dans la famille, n'hésitez pas à faire des petites choses comme ça. C'est ultra satisfaisant. Ça se finit tellement vite. C'est « Ouais, j'ai fini !» Et donc ensuite, je lui ai fait. C'est là que j'avais retrouvé l'amour du crochet. Et je ne sais pas comment je vais faire pour vous la montrer en entier. Parce qu'en fait, j'ai ma chaise qui est coincée. Donc je ne peux pas reculer. Et j'ai peur que si je recule ça, le téléphone tombe par terre. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. On va faire du... Ou alors, je peux essayer de vous reculer tout doucement. Hop, on n'attrape pas la nausée. Bon, on aura déjà un petit peu plus d'envergure. Donc, j'ai fait la Baby Girl, My Precious Baby Girl Blanket. De Béba Blanquette, qui est donc une créatrice de crochet qui fait quasi que des couvertures. Je crois qu'il y a un coussin et que des couvertures. Avec toujours du crochet en mosaïque, beaucoup de motifs, très sympa, il y en a pour tous les goûts. Les patrons, je vais vous mettre le lien de toute façon dessous. C'est alors, c'est en anglais, hein, mais il y a juste à suivre en fait. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut juste suivre. C'est super bien écrit, super bien indiqué. Ouais, je conseille à 100% si vous voulez faire comment ça s'appelle ceci, une couverture au crochet. Donc j'ai utilisé de la Drops Lima et de la Drops Fiesta. Donc la Lima c'est le coloris uni et la Fiesta c'est l'autre. Alors je sais pas comment je vais vous la montrer, mais j'y vais. Je regarde ce que je fais en même temps. Hop. Voilà. Et ici, la bordure, c'est du point mousse au crochet. Je connaissais pas ça. J'ai essayé, c'est super sympa à faire. Et vous voyez, donc c'est des petites filles avec des petits cœurs, des petites croix. Voilà. Et je suis mais tellement contente de ce projet. Il faut que je mette ma fiche Ravelry à jour d'ailleurs à ce sujet. Mais je suis tellement contente. J'ai fait ça en 3 semaines. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais c'était tellement satisfaisant. Et on voit le dessin monter rapidement. Et ouais, voilà. Alors maintenant, je vais envoyer tout ça à la future maman, donc à ma cousine, qui j'espère sera contente. J'espère aussi que la petite va rester au chaud jusqu'à la date prévue, le temps que le colis arrive.
Mais ouais, c'est la première fois que je fais de la layette ou quelque chose destiné à un enfant. Je trouve le process très différent. C'est beaucoup plus fun et on a ce côté de se dire ah, va être mignon. En tous les cas, la layette, si vous avez perdu la motivation du tricot, du crochet, vous faites un peu de layette, ça va tellement vite que ça revient. Automatique. Voilà. Tant que j'y pense, je vous parle du pull que je porte. Alors, est-ce que je peux me lever? Oui. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Bon, vous voyez, en fait, ce pull, il est un peu grand. Voilà, là, faudrait que... Alors, là, ici, ce sont des manches chauve-souris. Mais ici, là, j'en ai un petit peu trop. Donc, en fait, c'est un pull... C'est le pull Obsession de Mélina Ami. Donc, c'est quoi son pseudo? In a Panda's World. Vous reviendrez pour un accent anglais d'anthologie. Donc, en fait, c'est un pull qu'on avait créé en collab il y a 3-4 ans, je crois. Ce fil, c'est du MCN. Et en fait, donc Merino Cachemire Nylon. Moi, j'aime pas le MCN. C'est quelque chose que j'aime pas tricoter. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement teindre non plus. J'ai pas une passion pour le cachemire. Voilà, c'est très personnel, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est une testeuse de Mélina qui m'avait tricoté le pull. Le fait est qu'à l'époque, j'avais quelques kilos en plus, donc, ce qui explique qu'ils sont un petit peu plus grands maintenant. Et comme je vous dis, j'aimais pas le teindre, je lui avais donné juste de la laine non teinte. Et en fait, je l'ai mis aujourd'hui, déjà pour voir s'il était trop grand ou pas, parce que j'avais un doute. Et parce que je voulais voir comment... Je porte jamais de blanc. Et il y a des projets dont j'ai envie en gardant la laine de couleur naturelle. Donc je voulais voir comment je me sentais en fait. Voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en reparler. Donc en fait, ce pull, si je vous dis pas de bêtises, la partie devant et le dos se tricotent en aller-retour. Vous voyez, ici, il y a une high cord. Et vous avez même une option pour ajouter un petit cordon ici, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez... Je vais me relever. Où c'est qu'elle est? Voilà. Vous avez une torsade sous le bras. Et une autre sur le bras. Vous voyez? Vous avez après un jeu de rang raccourci, bien sûr. Et ensuite, vous avez... Bon, il est un peu froissé. Vous avez donc ces grandes manches chauve-souris. Et c'est ultra confortable. Vraiment. Enfin, moi qui aime bien être libre de mes mouvements. Et en plus, je vais vous montrer alors, un truc. Comme la taille n'est pas idéale, je ne suis pas sûre que ça marche. Donc là, je l'ai tiré au max vers le bas, d'accord? Et vous voyez, il met quand même assez longtemps à remonter. Alors bien sûr, si, désolé pour mon pantalon et mon t-shirt thermique, si je lève le bras complètement en haut, bien sûr que on va avoir donc cette partie du bidon. Mais sinon, il bouge pas en fait. Pour quelque chose, parce que généralement les manches chauve-souris, c'est quelque chose que j'aime bien, dès que vous bougez un peu les bras, tout remonte. Et là, il faut vraiment lever les bras très très haut avant qu'ils remontent. Et comme tous les patrons de Mélina, il y a à peu près 36 000 options de gradation possibles. Donc vous trouverez forcément la gradation qui vous va bien. C'est vraiment un pull, je trouve, très sympa pour tous les jours en fait. Autant pour traîner à la maison que pour aller bosser, parce que vous n'êtes pas coincé dans vos mouvements. J'ai testé de mettre un manteau dessus. Alors oui, il y a un moment où ça coince. Faut pas mettre le manteau avec les manches les plus serrées possibles, mais sinon ça va, c'est pas non plus très embêtant. Et voilà, bah, du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de vous le remontrer, parce que c'est un patron très sympa. Je vous montre la torsade. Et puis voilà, Mélina a ce truc de faire des patrons très très gradés, avec beaucoup d'options. Et c'est toujours bien d'avoir ces possibilités-là. Et c'est une façon aussi de mettre un petit peu en valeur son travail. Donc voilà, le pull obsession. Ensuite, donc du coup, je cherche ma bobine de filage parce que... Ah, elle est là. Je suis fatiguée. Parlons un peu filage. En fait, j'ai lancé, je vais vous mettre le lien d'ailleurs, j'ai lancé un serveur Discord parce que je voulais un endroit où on pouvait papoter plus facilement que sur Instagram et où si vous voulez, sur Instagram, quand vous me mettez un commentaire, vous me parlez à moi et moi je vous réponds à vous.
Mais des fois, vous êtes plusieurs à avoir la bonne info, la bonne info, n'importe quoi, la bonne info. Et de fait, je voulais un endroit où vous puissiez échanger aussi. Alors, ça reste mon Discord, c'est lié aux petites potions, mais ça n'empêche pas de vous parler. Voilà. Et j'ai lancé le spin spin. Donc le spin spin, c'est un espèce de cale filage en fait sur le long cours, où le but du jeu, c'est de dire, ben voilà, j'ai envie de filer telle quantité, allez, je m'y mets, je me motive pour cette année. Et donc moi, j'ai retrouvé des tresses. Alors, je croyais que c'était du mérinos, ce n'est pas du mérinos, c'est du rambouillet. Je m'en suis rendu compte en le filant. Parce que j'adore le rambouillet à filer, et du coup, dès que j'ai commencé à filer, j'ai senti que c'était ça. Dans un coloris, si je vous dis pas de bêtises, c'était la reproduction sur fibre d'un coloris d'un de mes premiers calendriers de l'Avent, donc ça date, qui s'appelait Gnomalicious. Le coloris, pas le calendrier. J'ai retrouvé la recette d'ailleurs, au cas où. Et j'en avais fait 500 grammes. Donc je me suis dit, 500 grammes, c'est cool. Il y a une quantité pull là. Sauf que j'ai tendance à... moi, j'aime le 3 brins. Et je crois que si je fais du 3 brins, j'aurai pas assez pour un pull et je vais devoir faire du 2 brins. Mais je me suis motivée parce que le filage, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour tricoter, donc du temps pour filer, je vous en parle pas. Mais je me suis quand même motivée et j'ai fini de faire le premier rotor, on va dire. Non, pas le rotor, parce que c'est pas le rotor. Donc de filer le premier brin, de filer les premiers 100 grammes. Alors, je sais pas si ça va se voir. Allez, fais la mise. Vas-y, tu peux le faire. Non, il veut pas. Donc, je sais pas si vous allez voir, c'est quand même... Ah non, il n'y a rien à faire, il veut pas. Hein. J'ai quand même filé assez fin. Mais je pense que ça sera quand même pas assez fin pour un 3 brins. Pourtant, je vois pas comment aller plus... Enfin, si je vais plus fin, je casse, quoi. Donc, je sais pas trop. Pour le moment, je vais filer 100 autres grammes. Et j'ai envie de vous dire, je pense que je vais filer les 500 grammes. Et le rotor, on verra après. Voilà. Et donc, dernière chose. Je vais vous montrer mon encours. Alors, l'année dernière, sur mes aiguilles, il me restait 2 châles. Le Goosenberry, j'ai mangé le nom, et le Nona Shawl d'Audrey. J'aime bien les deux, ça n'est pas le souci. Mais j'avais vraiment envie de me lancer dans un pull parce que mon expérience ratée du Stitchy Sweater, je l'avais un petit peu en travers de la gorge. Donc je voulais vraiment me lancer dans un pull. Donc en ce début d'année, je suis sur 2 tests. Alors il y en a un que j'ai pas encore commencé, mais à culpa, j'ai encore le temps, ça va, mais... Enfin voilà, je devrais y arriver, hein, mais voilà, je veux les faire un après l'autre. Je peux pas gérer les deux en même temps, je vais pas y arriver. Ou si j'essaye de faire les deux en même temps, c'est le meilleur moyen qu'il n'y en ait aucun qui soit fait dans les temps en fait. Donc voilà. Et j'avais toujours dans mon process en fait, si vous voulez, de faire les choses qui me plaisent comme j'en ai envie. Et qui me font vraiment du bien et qui nourrissent mon esprit créatif. J'avais très très envie de faire un patron de Sophie Oshera. Donc Sophie Oshera, si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice de modèles. Ça fait quelques années que je la suis. Qui s'inspire de motifs textiles anciens. Et elle en crée quelque chose. Grâce à cette inspiration de motifs, elle crée des choses nouvelles. J'adore le process, son process créatif, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, je regardais ces modèles. Alors, j'ai envie de faire l'Andélion, mais je sais pas faire le jacquard à 3 couleurs. J'ai envie de faire le Joe, mais j'arrive pas à choisir toutes mes couleurs encore. Et j'ai envie de faire le Numi. Mais là, j'ai plus un problème de comment choisir ma taille, comment la ranger pour que ça m'aille bien. Et voilà, j'avais ces envies-là. Et tout le temps, je me disais, purée, c'est dommage parce que les modèles de Sophie, on les voit souvent sur des personnes assez fines. Et tant mieux, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je me disais, c'est dommage parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne sur quelqu'un qui fait ma taille ou d'une plus grande taille.
Et bon, j'en ai vu quelques-unes, hein, mais pas beaucoup. Et je me suis dit, ben, en fait, le meilleur moyen, c'est de le faire moi. Comme ça, je saurai si ça me va ou si ça me va pas. Et en même temps que je pensais ça, Sophie propose un test. Donc je me suis dit, ben, allez, banco, hein, on va y aller, on va tester. C'est le meilleur moyen de savoir. Et je n'ai que du positif à en redire. Déjà, bon là on est en plein process, hein, du test. Donc je peux quand même vous le montrer, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelques petites erreurs dans le patron, mais ça c'est pas grave, ça que sert un test, hein, que ce soit corrigé. Donc tout va bien à ce niveau-là. Mais j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est-à-dire que pour moi c'est clair, c'est limpide. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et je réfléchis pas trop. En plus, point ultra positif, alors le modèle est assez simple, hein, mais moi je suis toujours enquiquinée avec les rangs raccourcis en fait. Je ne sais jamais quelle technique choisir, et je finis toujours par m'emmêler les pinceaux en les comptant en fait. Et là il se trouve que ben, sur ce patron il y a des rangs raccourcis, et Sophie elle n'impose rien, mais c'est ce qui est écrit dans le patron, donne une méthode et explique comment calculer. Du coup, je l'ai fait bête et méchant, en fait, si vous voulez. Ben, ça y est, j'ai compris. Je me pose plus de questions au niveau de ces rangs raccourcis. Et d'ailleurs, la méthode, c'est celle des wrap and turn. Je crois que je vais la garder à chaque fois que j'aurai des rangs raccourcis à faire, parce que moi, ça me va très très bien comme méthode. J'arrive bien à me retrouver, à me repérer, parce que c'était ça mon souci majeur avec les rangs raccourcis, de me repérer. Et oui, je suis très contente. Donc, pour la laine, j'ai utilisé donc ma fameuse laine Terra que je vous parlais tout à l'heure, donc qui est du worsted Aran selon la tension, que je tricote en 4,5. Donc ça me donne un échantillon, pour vous donner une idée, de 18 mailles sur 22-23 rangs, sachant que je la tricote relax quoi. Parce que ma tension à moi a tendance à bouger selon ce que je fais, selon le numéro d'aiguille, et là je suis plutôt en relax. Donc voilà. Donc le patron, c'est... je vais peut-être attraper ça pour vous montrer les couleurs. Désolée. Ah, je me suis fait attaquer par un sac à projet. Donc le patron, c'est le Neve. Je vais ranger les fils qui traînent. Le Neve Sweater. Donc c'est un patron, on va dire, de forme classique, avec des manches montées. Il y a juste au niveau du corps, si vous voulez, on va diminuer pour donner quand même une certaine forme au corps, qui ne soit pas tout droit. Et c'est un motif un peu hivernal. Et vous allez voir que qui dit motif hivernal dit que j'ai choisi des couleurs qui me rappellent la chaleur. Ça, c'est ma logique à moi. Et donc, alors, j'ai essayé de rien faire tomber parce que je suis sur des aiguilles 80 cm qui sont forcément trop petites pour le corps, mais qui me vont très bien. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Et donc, pour vous expliquer, on commence d'abord par monter. Je vous donnerai plus de détails quand il sera fini et que le patron sera en ligne, mais pour vous donner une petite idée. Donc, en fait, on monte ici le derrière avec des rangs raccourcis qui sont ici. D'ailleurs, est-ce que vous les voyez, mes rangs raccourcis? Non, hein? Je suis contente. Ensuite, on vient... et donc, oui, derrière, pardon. On tricote les rangs raccourcis et on tricote le jacquard à plat. Je vous le dis au cas où. Pour devant, c'est pareil. La première partie, on tricote le jacquard à plat. Alors, moi, du jacquard en vert, j'en avais jamais fait. Et il faut savoir que je suis une dingue de jacquard classique. J'ai pas eu trop à réfléchir en faisant le jacquard en vert, en fait. Ça n'a pas posé de soucis majeurs et je pense que c'est juste, vous faites 2-3 rangs le temps de comprendre le cheminement et ça fonctionne. Donc après, on a tout ce motif de jacquard. Donc comment je pourrais faire? Je voudrais vous montrer en fait le jacquard en vert pour que vous voyez à quel point... Ah, je sais comment je vais faire. Pour que vous voyez à quel point cette laine marche bien pour le jacquard. Donc là, c'est la partie endroit. Il n'y a pas eu de pré-blocage. Hein. C'est pas bloqué du tout. Et l'envers, voilà. Je peux vous le montrer à travers la manche.
ça marche vraiment très très bien pour le jacquard. Et je fais juste attention à rien tomber. Même, vous voyez, parce que ma laine Terra, elle est quand même un tout petit peu, c'est très léger, un tout petit peu irrégulière. Mais même sur la partie jersey, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et donc, on va ensuite continuer en jersey classique, juste en faisant des diminutions pour donner une forme au corps. Et après, il y a un motif similaire à cela qui se répète en bas avec une troisième couleur. Et ensuite, pour les manches, on aura la couleur du haut avec la couleur du bas. Donc, ici, coloris peau de chamois. Ici, coloris cerise noire. Et accrochez-vous pour le troisième. Parce que quand je vous dis que je respecte mes envies, du coup, je vais vous le dire avant de vous le montrer. Quand j'étais petite, j'étais un petit peu traumatisée par le orange parce qu'on m'en a beaucoup fait porter. Et du coup, j'étais... Voilà. Et puis en fait, moi, quand je pense orange, je pense à cône de circulation ou de signalisation. Et en fait, je me découvre un amour pour différentes teintes de orange. Et j'osais pas le tricoter parce que même si je ne veux pas trop, comme je vous ai expliqué, m'attacher à la colorimétrie, je sais que c'est franchement pas une couleur qui me va très bien au niveau du visage. Ou alors, il faut que j'aille dans des teintes très fluo et plutôt claires. Mais là, en fait, comme c'est sur le bas du corps et le bas des manches, je me suis dit, fais-toi plaisir. Et surtout, en fait, même si le motif, vous voyez, est plutôt hivernal, moi, quand j'ai imaginé mon association de couleurs, j'imaginais quelque chose de chaud, des dunes de sable, ce qui explique le beige. Ah oui, je n'ai jamais porté de beige de ma vie non plus, ça sera là une première. Je voulais quelque chose de voilà, très chaud, très chaleureux, et en même temps qui donne une impression de vitalité, et de sourire, et de bonne humeur, vous voyez. Donc ici peau de chamois, ici cerise noire, et la troisième couleur, ce sera tangerine. Voilà. Et je me régale à le tricoter, vraiment. Bon, alors là, un petit peu moins, parce que, voilà, les rangs de jersey, voilà, hein. On sait ce que c'est. En plus, je me suis donné une petite mission, c'est-à-dire que... Alors attention, la teinturière, elle va dire un truc qu'il faut pas faire. Normalement, j'alterne pas mes écheveaux. Je me débrouille pour avoir les mêmes bains, et... Excusez-moi, je tombais la pelote. Je n'alterne pas les écheveaux. Pour autant, c'est quelque chose que je conseille de faire, vraiment, même quand c'est le même bain. Parce qu'il y a toujours un petit truc, et ça serait dommage d'avoir juste... Même si ça se joue sur 20 mailles, quoi, ça serait dommage. Et donc, du coup, quand j'avais déjà essayé d'alterner, mais je faisais la méthode classique, c'est-à-dire j'arrivais au début du rang, je changeais ma pelote, mais j'avais l'impression qu'il y avait une ou deux mailles où ça se voyait. Et bon, même si c'est la maille sous le bras, ça m'embêtait un peu. Du coup, là, je me suis lancée, quitte à y être, dans le... Comment on appelle ça? L'alternance hélicoïdale, si je dis pas de bêtises. Il m'a fallu 2-3 rangs pour mettre le cerveau à jour. Mais là, ça va et je suis assez contente de comment ça se passe. Je me régale à le tricoter, vraiment. J'ai fait un essayage à une d'épaule, elle est tombée tout de suite où il fallait. J'étais contente. Faut dire qu'avec la mauvaise expérience que j'ai eue avec le Stitchy Sweater, où quand je l'ai mis, j'ai eu cette sensation de... J'ai mis une serpillière. Hein, voilà. Là, je l'ai enfilé, puf, tombé. J'ai bon, bah tant mieux quoi. C'est cool. Donc voilà. Et j'ai hâte vraiment de vous le montrer terminé parce que, voilà, outre mon objectif couleur, me faire plaisir qui est réussi, là j'ai vraiment le plaisir de la matière et du tricot de la matière. Et en plus, j'ai le plaisir de tricoter un patron clair qui me correspond très bien à ce que j'aime. Je découvre une designeuse dont j'aimais le travail, mais en plus, je pense que je peux le dire sans souci. Je trouve que c'est quelqu'un de très bienveillant. Et c'est très agréable, du coup, de tester pour elle. Et j'ai toujours, du coup, envie de faire l'Andélion, le Noumi et le Joe. Voilà. Mais vraiment, vraiment, c'est un régal. Et puis aussi, quand je l'aurai terminé, je pourrai lancer mon second test, qui est
qui sera complètement différent en termes de coloris, différent en termes de matière. Bon là, je m'inquiète pas pour le patron parce que je sais à quoi m'attendre et je sais que ça sera parfait. Mais voilà. Donc, ben voilà. Je dis beaucoup voilà, mais c'est en fait parce que je l'aime tellement et je suis tellement satisfaite du process qu'à part vous dire que c'est génial, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vois que ça fait plus d'1 heure que ça tourne et j'avais dit pas plus d'1 heure. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a encore... Enfin, moi, j'ai bien rigolé, mais j'espère que je vous fais sourire en même temps. J'espère aussi que vos premiers projets de l'année se passent comme vous le souhaitez, que vous prenez beaucoup de plaisir sur vos aiguilles, que vous envisagez peut-être vos projets de l'année différemment, de vous laisser porter par une humeur ou des envies différentes. J'espère que il y a des couleurs que vous n'utilisiez pas pour X ou X raisons qui vont peut-être faire une apparition dans vos tricots. Et surtout, comme je l'ai dit à chaque fois, et j'espère vous déjà vous retrouver assez vite, je pense faire un autre podcast fin février avant le festival. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.